Dans le silence stérile de la salle de guerre, le seul bruit était le bourdonnement sourd des serveurs classifiés. Je me tenais au garde à vous, le regard fixé sur une carte tactique qui semblait appartenir à un univers lointain. Autour de la table polie étaient assis des hommes qui déplaçaient les armées d'un seul mot, des généraux, des attachés et les plus hauts échelons du renseignement allié. Mon père, le colonel John Miller, un homme qui croyait que l'héritage était son droit de naissance à léguer, était assis parmi eux en tant qu'invité. Je pouvais voir son visage, marqué d'un sourire condescendant familier. Il attendait que j'échoue. Pour lui prouver qu'il avait raison, mon commandant, le général Hale, un leader dont le respect discret valait plus pour moi que n'importe quelle médaille, se tourna vers moi. Il posa une longue question complexe en dari courant, ses mots tissant un problème stratégique sans réponse facile. Le sourire sur le visage de mon père s'élargit. C'était le moment de mon humiliation. Je pris une inspiration, croisai le regard du général et livrai mon analyse. Les mots coulèrent, non comme une traduction, mais comme une extension de mes propres pensées. Clairs, autoritaire et absolu. Les officiers alliés, des hommes qui connaissaient la langue de leur patrie, hochèrent lentement la tête, leurs expressions remplies d'un respect naissant, puis le général Hale détourna son regard de moi et le posa directement sur mon père. Sa voix était basse, mais elle trancha le silence comme une lame. Elle est Aegis. Le visage de mon père s'effondra, l'arrogance s'évapora, l'orgueil se brisa, et il ne resta plus que le choc évidé d'un homme, confronté à une vérité si loin de sa compréhension qu'elle le brisa sur place. Dans son siège, c'était la fin d'une guerre qu'il n'avait même pas su que nous menions. Ce moment dévastateur, cependant, naquit d'un acte de cruauté beaucoup plus discret et décontracté 2 mois plus tôt. J'avais invité mon père à une journée familiale à l'installation, une tentative folle et pleine d'espoir de combler l'écart entre son monde et le mien. Dans un couloir stérile, nous croisâmes le général Hale. Mon père bomba immédiatement le torse, sa voix tenant d'une camaraderie feinte. « Général », rit-il en me tapotant l'épaule, « c'est gentil de votre part de donner quelque chose à faire à ces gamins. Ma fille, ici, adore ces petits tours de traduction. À mon époque, on appelait ça simplement de l'espionnage. » Le commentaire resta suspendu dans l'air, épais et suffocant. Ce n'était pas seulement l'insulte, c'était la performance publique de celle-ci, la façon dont il balayait d'un revers une décennie de mon travail devant l'homme qui le comprenait vraiment. C'était chaque anniversaire qu'il avait rabaissé, chaque réussite qu'il avait ignorée, tout distillé en une phrase dédaigneuse. Une froideur familière s'installa au plus profond de mes os. Mais cette fois, ce n'était pas de la tristesse, c'était de la fureur, aiguë, claire et absolue. Il rit, pensant que c'était juste une autre blague à mes dépens. Il n'avait aucune idée qu'il venait de me rabaisser devant l'homme qui examinait mes évaluations de menaces chaque matin. Pour comprendre le règlement de compte qui suivit, il faut comprendre les 2 vies que je menais. Pour ma famille, ma vie n'était qu'une note de bas de page dans la grande histoire de mon frère. Je me souviens d'un Thanksgiving particulièrement vif, l'air épais de l'odeur de la dinde, et le son d'un match de football sur lequel mon père s'énervait. Mon frère Marc, le garçon en or de la famille, tenait la cour à la table du dîner. Il venait d'être promu capitaine, un vrai soldat dans une famille qui vénérait l'uniforme, et il portait son charisme comme un bouclier. Il était tout ce que mon père avait toujours voulu chez un enfant, et la fierté qui émanait de mon père était si éclatante qu'elle était presque aveuglante. Il se leva un verre, et sa voix tonna à travers la table. « À un vrai soldat ?» déclara-t-il, les yeux rivés sur Marc. « À la poursuite de l'héritage des Miller sur le terrain, là où ça compte. » Tout le monde acclama. Je sentis une douleur sourde familière s'installer dans ma poitrine. Plus tard, quand il y eut un creux dans la conversation, j'essayais doucement d'entrer dans leur monde. Je mentionnais une commendation professionnelle que je venais de recevoir, une reconnaissance formelle pour mon travail analytique. Mon père, qui était en plein rire à l'une des histoires de Marc, me jeta un regard poli et vide. « C'est bien, chérie. »« Très intelligent, » dit-il, avant de se tourner immédiatement vers mon frère. « Hé Marc, as-tu entendu que ton unité reçoit enfin les nouveaux M4A1 ?» Et juste comme ça, j'étais de nouveau effacée. Ce n'était pas seulement ce moment, c'était chaque moment. Ma commendation était un bout de papier. Le nouveau fusil de Marc était une pièce tangible de l'héritage. C'était le registre interne que je tenais. Le décompte de chaque fois que mes réalisations académiques étaient qualifiées de mignonnes
pendant que les scores de fitness physique de Marc étaient encadrés comme des victoires au combat. Il m'appelait l'intelligente, notre petit rat de bibliothèque. Mais ce n'étaient pas des compliments. C'étaient des étiquettes conçues pour me mettre dans une boîte sûre et inoffensive, une amatrice dans une famille de guerriers, mais cette maison n'était qu'un endroit que je visitais. Ma vraie vie se déroulait dans l'obscurité, à 91 mètres sous terre, dans un lieu où mon nom n'importait pas. Ma réalité était une installation d'informations compartimentées sensibles, une CIF. C'était un monde froid et silencieux, éclairé seulement par la lueur bleue d'une douzaine d'écrans, chacun un torrent de données brutes arrivant de l'autre côté de la planète. À 3 heures du matin, pendant que ma famille dormait, je chassais des fantômes dans le bruit statique. Je menais ce que nous appelions une analyse Nightingale, triant des téraoctets de bavardage à basse fréquence provenant d'une province à haut risque. Le travail était épuisant. Une recherche d'une aiguille unique dans une botte de foin de la taille d'un continent, mais alors, je l'entendis, un murmure, une phrase presque inaudible dans un dialecte pachto rare, un mot-clé que nous savions lié au protocole d'initiation d'IED. Mon cœur battit la chamade. Ma formation prit le relais. J'isolai l'audio, croisant les métadonnées du signal avec les journaux de surveillance en temps réel des drones dans la zone. Mes doigts volèrent sur le clavier, affichant des images satellites, des signatures thermiques et des schémas de mouvement. Tout se connecta, un fantôme de signal pointant vers une menace très réelle et très mortelle. Je rédigeai un message critique. La communication d'intelligence de la plus haute priorité qui existe. Cela signifiait qu'une situation de vie ou de mort était en cours. Et mon analyse était la seule chose qui s'interposait. Il n'y avait pas de temps pour le doute. J'appuyais sur envoyer, tout mon être concentré sur le fait critique que des dizaines de soldats, des soldats comme mon frère, dormaient à seulement quelques mètres de l'endroit où cet engin était posé. Des heures plus tard, je reçus le rapport d'après-action. L'équipe EOD avait trouvé l'engin exactement là où mon analyse l'indiquait. Des dizaines de vies sauvées. Ma seule validation fut une note manuscrite unique du général Hale sur mon rapport. Elle disait simplement « exceptionnel ». Ce mot unique, écrit avec un respect discret, signifiait plus pour moi que 1000 toasts vides de mon père. C'était la déconnexion que je vivais chaque jour. À la maison, j'étais une déception. Au travail, j'étais un bouclier. La personne qui permettait cette dualité, celle qui imposait la paix fragile, était ma mère. Je peux encore entendre sa voix, un murmure fatigué et suppliant. Après que j'avais essayé d'expliquer ma frustration, « Ne fais pas de vagues, Elena, disait-elle. Tu sais comment est ton père? Il comprend juste les bottes sur le terrain. Pas tout ça. » Ces mots étaient censés apaiser, mais ils étaient du poison. Ils m'apprenaient que mon désir de respect était une perturbation, un inconvénient pour le récit soigneusement construit de la famille, son silence, sa constante priorisation de l'ego de mon père sur ma propre valeur. C'était sa propre forme de trahison. Elle ne maintenait pas la paix. Elle choisissait simplement quels sentiments comptaient plus. Et ce n'était jamais, jamais les miens. Pendant des années, j'avais essayé de traduire mon monde dans leur langage de match de football et de tactique d'infanterie. Je réalisais enfin mon erreur. Ils n'avaient pas besoin d'un traducteur. Ils avaient besoin d'une démonstration. Je décidai donc de parler à mon père dans la seule langue qu'il respectait vraiment, le protocole. Après le commentaire sur les tours de passe-passe de mon père, quelque chose en moi se tut. Le trajet de retour fut silencieux, mais mon esprit était un tourbillon. Pendant des années, j'avais lutté pour son approbation selon ses termes. Émotionnel, désordonné et finalement impossible, je vis une vie entière à essayer d'être entendue, à espérer une miette de reconnaissance, et je réalisais que c'était une bataille que je ne pouvais jamais gagner. Pas dans son arène. Cette nuit-là, je pris une décision. Il n'y aurait plus d'arguments, plus de supplications, plus de larmes. J'en avais fini avec ça. Au lieu de cela, j'orchestrerais une correction. Ce n'était pas de la vengeance, qui semblait chaude et chaotique. C'était une clarification froide, précise et irréfutable, délivrée dans le système même de rang et de protocole qu'il vénérait. Quelques jours plus tard, un email annonça un prochain briefing sur l'interopérabilité de la force opérationnelle conjointe. C'était une réunion de haut niveau, avec des liaisons militaires afghanes clés, une salle pleine de gens qui comprenaient les enjeux de mon travail. C'était le lieu parfait. Ma position d'experte en la matière me donnait un droit de regard sur la liste des invités, un petit privilège procédural que je n'avais jamais utilisé auparavant.
Je me connectais au portail sécurisé, mes doigts se déplaçant avec un calme délibéré que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je tapais son nom, Colonel John Miller. Pour la catégorie d'invitation, je sélectionnais Visiteur distingué de l'héritage. C'était l'appât parfait, un titre qui appelait directement à sa vanité, une reconnaissance formelle d'un passé qu'il ne pouvait pas lâcher. Il le verrait comme un honneur, une invitation dans un monde qu'il pensait encore commander. Il serait incapable de résister. La pièce finale de la stratégie requérait une touche délicate. Je programmais un bref appel avec l'aide de camp du général Hale, un capitaine vif et sans fioriture qui vivait selon les règles. Je ne mentionnais pas mon père, ni le manque de respect, ni rien de personnel. Je formulais simplement ma demande dans le langage de la mission. Je suggérais qu'un exercice de validation linguistique en direct pendant le briefing serait une façon puissante de démontrer les capacités uniques de notre unité à nos invités alliés. L'aide de camp accepta immédiatement. C'est une excellente idée. Miller, le général adorera. Je le mets à l'agenda. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de mettre en motion. Avec ça, le piège était appâté et tendu. Chaque composant était en place. Opérant sous la sanction officielle du système lui-même, je ressentis une satisfaction froide et discrète. Le sentiment propre d'un problème complexe résolu. L'invitation gaufrée fut envoyée par courrier officiel. La réponse de mon père fut immédiate. Il n'avait aucune idée qu'il n'était pas invité à observer mon monde. Il était convoqué à un examen formel de sa propre ignorance. Quand j'entrai dans le centre d'opération stratégique à Fort Meade, l'air lui-même semblait lourd d'autorité. La salle était un théâtre de pouvoir, dominé par une immense table en U poli comme un miroir. À sa tête était assis le général Hale, flanqué de généraux américains et de dignitaires militaires afghans, au visage sévère. Ma station était une petite console d'analyste fonctionnelle contre le mur. Physiquement et métaphoriquement éloignée du cercle de commandement, c'était là où j'appartenais. En arrière-plan, puis mon père arriva, resplendissant dans son uniforme de parade. Portant un air d'importance emprunté comme une seconde peau, il se déplaça dans la salle avec une assurance fanfaronne, serrant des mains d'officier qui ne le connaissaient que par son ancien rang. Une relique racontant des histoires de guerre dans une salle où l'avenir de la guerre se décidait. En passant devant ma console, il croisa mon regard et me fit un clin d'œil lent et condescendant, du genre qu'on fait à un enfant avant un récital de piano. Je sentis une vague de glace dans mes veines. C'est le moment, pensai-je. Pas de retour en arrière. Le général Hale commença le briefing. Sa voix un grondement bas et régulier qui commandait l'attention absolue de tous les présents. Il exposa les immenses complexités du renseignement des signaux dans l'Hindu Kuch, une région d'allégeance changeante et de dialectes anciens. Les méthodes traditionnelles échouent, déclara-t-il, ses yeux balayant la salle. L'ennemi communique en couches de dialectes et de codes presque impénétrables. Il marqua une pause, laissant le poids du problème s'installer. Presque. Il tourna alors légèrement la tête, son regard tombant directement sur mon père. « Colonel » dit-il, son ton dangereusement neutre. « Vous avez mentionné les tours de votre fille? Voyons-en un. » L'atmosphère dans la salle changea. L'air crépita d'une tension soudaine et aiguë. Tous les regards se tournèrent d'abord vers mon père, puis vers moi. Son piège, celui qu'il avait tendu pour moi toute ma vie, venait d'être déclenché. Seulement, c'était lui qui était pris dedans. Le général pivota pleinement sur sa chaise pour me faire face. Puis, Endari formel et impeccable. Il posa une question opérationnelle complexe et multipartite. Il ne demandait pas seulement une traduction, il demandait une évaluation détaillée des menaces basée sur des interceptions conflictuelles du sanctuaire de Khost, une projection de la route d'infiltration la plus probable d'un réseau ennemi, et un niveau de confiance spécifique dans mon analyse. C'était une question conçue pour tester la limite absolue des capacités d'un analyste. De l'autre côté de la salle, je vis le sourire de mon père s'élargir. C'était le moment de mon démasquage public. La preuve que je n'étais rien de plus qu'une amatrice jouant à se déguiser dans un monde de vrais soldats. Il rayonnait d'une certitude triomphante pure. Je me levai. Un calme étrange et parfait s'installa en moi. Je croisai les yeux du général et livrai ma réponse. Le dari coula de moi non comme un script mémorisé, mais comme une langue vivante, nette et commandant. Je fis référence à des indicatifs d'interception spécifiques, esquissai les 3 routes d'infiltration les plus probables, et conclus avec un niveau de confiance de 95%. Pendant que je parlais, j'observais les officiers afghans à la table. Ils se penchèrent en avant,
les yeux écarquillés d'une admiration stupéfaite qui m'était totalement étrangère. L'un d'eux, un vieux général buriné avec une poitrine pleine de médailles, murmura juste assez fort pour que la table entende. Incroyable. La première fissure dans la réalité de mon père apparut. Le général Hale laissa ma réponse planer dans le silence assourdissant de la salle. Il laissa la validation de nos alliés s'imprégner. Puis, il tourna son regard, maintenant dur comme de l'acier forgé, vers mon père. Pendant 3 ans, la voix du général résonna avec une autorité qui semblait ébranler les murs eux-mêmes. Chaque complot terroriste majeur au nord de Kaboul a été démantelé, basé sur le renseignement d'un analyste unique, un opérateur fantôme, dont le nom est prononcé avec révérence par chaque cil et béret vert qui a jamais travaillé dans cette zone d'opération. Le général marqua une pause, laissant le coup dévastateur final rassembler toute sa force. Vous la connaissez comme votre fille? Nous la connaissons comme Aegis. Le nom atterrit dans la salle comme un poids physique, écrasant l'air, écrasant le silence, écrasant mon père. J'observais son visage. C'était comme regarder un bâtiment s'effondrer au ralenti. La suffisance fut la première à disparaître, puis l'orgueil, puis la certitude condescendante. Tout cela s'évanouissant en un instant, cela fut remplacé par une vague de choc pâle et bouche bée, le regard d'un homme forcé de contempler un univers qu'il n'avait jamais su exister. Et puis la chose la plus étonnante se produisit. Il commença instinctivement, inconsciemment, à se lever de sa chaise. Ce n'était pas une décision consciente. C'était la réponse conditionnée et ancrée d'un soldat de carrière, un colonel, en présence soudaine et inattendue d'un être d'une importance stratégique infiniment supérieure. Son monde avait volé en éclats, et le protocole était tout ce qui lui restait. Mon père avait passé toute ma vie à m'enseigner l'importance du rang. À la fin, il ne fallut que 6 mots pour qu'il apprenne enfin qui surclassait qui. À la fin du briefing formel, la salle exhala, le silence raide fut remplacé par le raclement des chaises et un murmure bas de conversation, mais l'énergie dans la salle avait fondamentalement changé, elle s'était réorientée entièrement autour de moi. Le général afghan qui avait qualifié mon analyse d'incroyable fut le premier à m'approcher, me parlant non en anglais mais dans son dari natif. Posant une question de suivi avec le profond respect qu'un professionnel montre à un autre, d'autres officiers de haut rang suivirent. Formant un petit cercle autour de ma modeste console d'analyste, ils ne faisaient pas de bavardage. Ils m'engageaient dans une discussion technique sérieuse, me traitant comme l'autorité ultime dans la salle. De l'autre côté de la salle, mon père resta assis. Il n'était plus le colonel fier, l'invité distingué, il n'était qu'un homme dans un vieil uniforme, rendu petit et silencieux par une vérité qu'il ne pouvait comprendre. Les gens passaient devant lui, leur attention entièrement sur la conversation qui se déroulait autour de moi. Il était devenu invisible. Je le vis enfin se lever, ses mouvements raides et incertains. Il ne regarda personne, et personne ne le regarda. Il se glissa par une porte latérale, un fantôme quittant un monde qui ne le reconnaissait plus. Je le regardais partir, et le sentiment en moi n'était pas du triomphe. Il n'y avait pas de vague de victoire, pas de piqûre satisfaisante de vengeance. Il y avait juste un sentiment discret et profond de clôture. C'était le sentiment d'une lourde porte de 45 kilogrammes que j'avais tenue fermée toute ma vie, se verrouillant enfin, me laissant libre de m'éloigner. Ce sentiment de clôture discrète devint la fondation de tout ce qui suivit. 1 an plus tard, mon monde était complètement différent. Je ne travaillais plus à une petite console contre le mur. Maintenant, mon nom était sur une lourde porte de bureau avec une plaque en laiton poli. Dr. Elena Miller, chef de section. Analyse des menaces avancées du CENTCOM. Je dirigeais ma propre division, guidant une équipe des analystes les plus brillants que j'ai jamais rencontrés, debout à la tête de notre table de briefing. En les guidant à travers un problème complexe, je ressentais un sentiment d'appartenance que je n'avais jamais connu. La dynamique était celle d'un profond respect mutuel, un échange rapide d'idées où la compétence était la seule monnaie qui comptait. C'était ma vraie famille, forgée dans les feux d'un objectif partagé, non d'une obligation dysfonctionnelle. Sur mon bureau, à côté d'une photo de mon équipe riant pendant une session tardive, trône une seule pièce de défi lourde, c'est la pièce personnelle du général Hale, donnée le jour de sa retraite. Dans la culture militaire, une pièce comme celle-là est plus qu'un cadeau. C'est un symbole d'épreuve partagée, un témoignage du respect professionnel le plus profond qu'un commandant puisse montrer. Elle repose sur un petit support transparent, et dessous se trouve une petite plaque gravée. Elle ne dit pas mon nom,
elle dit, à Aegis. Le bouclier des braves? Je regardais cette pièce et comprenais la validation que j'avais passé des décennies à supplier mon père de me donner. Je l'avais déjà gagnée de gens qui comprenaient vraiment ce que signifiait mon travail. Elle ne m'avait pas été donnée à cause de mon nom de famille, elle m'avait été donnée à cause des vies que j'avais sauvées. Un après-midi, mon téléphone vibra avec un texto d'un numéro que je n'avais pas vu depuis des mois. C'était mon père. Ma main hésita un moment avant de l'ouvrir. Le message était court. J'ai vu ton nom dans une liste de commandations déclassifiées, disait-il. Je ne comprenais pas. Je suis désolée. Je lus les mots et j'attendis qu'un sentiment surgisse. De la colère, de la satisfaction, peut-être même un scintillement de l'ancienne tristesse. Mais rien ne vint. C'était juste de l'information sur un écran. Son excuse, les mots que j'aurais autrefois donné n'importe quoi pour entendre, n'étaient plus pertinentes pour ma vie. Sa validation n'avait jamais été la sienne à donner. Je l'avais déjà gagnée. Je posai le téléphone face contre le bureau et tournai mon attention vers l'immense carte d'intelligence sur le mur. De retour à mon travail, de retour à ma vie, mon père croyait qu'un héritage était quelque chose qu'on hérite. J'ai appris qu'un vrai héritage se construit en silence et se reconnaît en public. Si vous avez déjà dû prouver votre valeur à des gens qui refusent de la voir, partagez votre histoire dans les commentaires. Dans cette communauté, votre expertise est toujours reconnue